Bonjour à tous et bienvenue dans les Aventuriers de la Bourse. Dans ce premier épisode, Jean-Pierre et moi-même avons l'immense plaisir de recevoir comme invité Alexandre Staraski. Alexandre est le Chief Investment Officer de Varto Asset Management et co-gestionnaire du fonds Kaltchouga. Ce dernier est investi en actions et obligations de la Russie et de l'Ukraine. Alexandre Staraski nous raconte son parcours et partage sa vision et sa passion pour ces deux grands pays. Bonjour Alexandre Staraski, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Avant de rentrer plus dans le détail des investissements, pourriez-vous nous faire un bref rappel de votre parcours ? Bonjour, donc après des études à Paris scientifiques puis Sciences Po, donc en économie-finance, je me suis retrouvé en Russie pour faire mon service à l'époque, dans une petite usine de câbles pour faire du contrôle de gestion. Suite à quoi je suis attaché à ce pays, à cette zone, et je suis parti en Ukraine pendant 2 ans. J'étais basé à Kiev et j'ai développé un réseau de distribution de tabac à l'époque, tout à fait différent. Suite à quoi, rentrant à Paris, j'ai fait une année d'études, vraiment pour le plaisir, en post-doctorat, c'était un DEA à l'époque, ça s'appelait, je ne sais pas comment c'était le diplôme aujourd'hui, en études post-soviétiques, consacré à la création, la formation du capitalisme russe, la façon dont se sont formés les premiers gros conglomérats financiers industriels russes. Et suite à ça, j'ai racheté à l'époque une part d'une petite société, dont je suis devenu petit à petit propriétaire à 100%, et je suis devenu partenaire, distributeur d'un certain nombre d'ensembliers dans le domaine de la télécommunication, Alcatel, General Electric, tout ce qui est réseau à l'époque, équipement réseau. Donc j'étais un petit intégrateur de système réseau pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2006, je crois, 2007, 2006. Et dans cet intervalle, j'avais eu l'occasion de collaborer avec un groupe d'investisseurs français, Jean-Marie Billotte, Jean-Louis Tovic, qui à l'époque, avec un gros fonds de private equity russe, avait développé une activité un peu spécifique dans le private equity, donc dans les technologies. Et notamment, j'ai coopéré avec eux, c'est comme ça qu'on s'est connus avec l'équipe de Kaltchouga, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sur un projet on avait récupéré la technologie de décontamination de l'air de la station Mir. Je ne sais pas si vous en avez parlé à l'époque. Et donc on avait, à partir de cette technologie, développé des produits dans le domaine de la médecine pour protéger les patients déprimés. Par exemple, c'était des systèmes d'ingénierie assez sympathiques, complexes. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, qu'on a pu apprécier la coopération entre nous. Et ils m'ont invité en 2006 à les rejoindre pour renforcer l'équipe de Kaltchouga à Moscou. Donc Kaltchouga étant déjà en opération depuis 1994. 2006, c'était l'époque où ils se sont installés à Luxembourg. Donc le loup est sorti du bois, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'une sorte de petite affaire familiale, style family office, ils sont devenus une société qui pouvait faire du marketing auprès de la clientèle européenne. 2006, c'était l'époque où la Russie était en pleine ascension, le pétrole montait de $10 par an, le PIB de la Russie en nominal montait de 27% par an en moyenne. Là, c'était des années qu'on a bien appréciées. On en est un petit peu loin aujourd'hui, malheureusement, mais en tout cas, c'était la forte croissance des pays émergents et de la Russie en particulier. Et donc, mon parcours, à partir de 2006, eh bien, c'est gérant chez Kaltchouga, avec l'équipe de 3 personnes qui sont depuis aux commandes. Donc, Jean-Louis, lui, depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire depuis 1994, c'est l'époque où a été créé le premier fonds Kaltchouga, et Yelena Alexeyeva, qui est aux commandes, qui est avec nous depuis 2003. Voilà, donc une longue histoire entre nous, et on continue de bien s'entendre et de travailler ensemble. Donc là maintenant on va parler un petit peu du vif du sujet de la gestion du fonds Kaltchouga, qui est donc dont le but est de battre le émissaire russien, finalement, c'est ça. Donc dans cette optique, quelle est votre approche pour battre justement cet indice dans un univers qui somme toute assez restreint, surtout si vous vous concentrez principalement sur des blue chips. Alors on voit que vous surpondérez massivement certains titres, mais dans une certaine mesure, le moyen de se différencier de l'indice ne doit-il pas aussi se faire sur des paris macroéconomiques, variation du rouble, évolution des matières premières, et ainsi de suite? Alors je pense qu'il y a 2 approches on est encore dans un environnement assez moulant, parce que l'économie russe est encore une économie en transition, donc la stratégie n'est pas forcément la même d'une année sur l'autre. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a toujours 2 grandes tendances qui sont le pari sur quelques stocks, donc des paris micro sur les entreprises qu'on aime bien. Comme vous l'avez dit, l'univers est assez restreint, malheureusement, c'est une frustration pour nous, et c'est probablement dû aux circonstances qui font que
Aujourd'hui, on a peu de nouvelles sociétés qui arrivent sur le marché. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés russes, mais il y en a assez peu qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Néanmoins, donc, dans l'univers qu'on connaît, il y a des paris qu'on peut faire sur une société plutôt qu'une autre à certains moments. Et ça, en général, c'est parfois 2-3 sociétés qui vont faire une belle performance sur une année. Et pour le reste, c'est un pari macro, effectivement, sur le rouble, sur des tendances de la consommation. Par exemple, le pari macro de cette année pour nous, c'est la baisse de l'inflation qui permet à la Banque centrale de baisser ses taux d'intérêt. Donc baissant les taux d'intérêt, ça permet de relancer le crédit, la dynamique du crédit. Donc on va jouer plutôt la relance du consommateur par le crédit, la relance de l'investissement éventuellement. Autre pari macro, qui est à la limite entre le macro et le micro, je dirais, c'est le phénomène de deleverage des entreprises russes. C'est-à-dire que la baisse du prix des matières premières et les sanctions ont fait que les entreprises russes ont été quand même assez contraintes de réduire une dette qui n'était pas forcément extravagante par rapport au reste du monde. La Russie reste même avant 2014, c'était un pays assez peu endetté. Mais la Russie, probablement, est un des seuls pays dans le monde qui rembourse ses dettes et de manière assez massive, puisque c'est pratiquement 30% de la dette corporate, entreprise plus banque, a été remboursée dans les 2 dernières années, à peu près 200 et quelques milliards de dollars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont dans le domaine notamment des matières premières, exportatrices, qui continuent d'avoir des cash flows en dollars. Néanmoins, on réduit leurs dettes à des niveaux qui sont très très raisonnables, souvent des EV per EBITDA inférieurs à 1, et avec souvent des cycles de CAPEX qui sont arrivés également à terme, puisque ces emprunts avaient été utilisés pour moderniser leur appareil. Donc on a des sociétés qui sont performantes, qui n'ont plus de dettes, et ça c'est un pari qu'on peut faire aussi sur un certain nombre d'entreprises, comme je disais, par exemple les aciéries, les entreprises du domaine de la chimie, des engrais, par exemple. Voilà. Donc c'est ce genre de grandes tendances qu'on peut identifier aujourd'hui, sur lesquelles on commence à se positionner. Quel est l'impact au niveau justement de la pression internationale sur les entreprises, les nouvelles sanctions comment vivent les entreprises russes aujourd'hui par rapport à ça? Je pense que ça, c'est effectivement ce phénomène de deleverage qui, à mon avis, la tendance la plus évidente, contrainte de se désendetter, puisque n'est plus forcément aussi facilement accès aux capitaux. C'est-à-dire que les capitaux leur sont complètement interdits, mais en général, c'est des capitaux. Les sanctions stipulent que c'est plutôt des capitaux à court terme. Les banques russes elles-mêmes ont des difficultés. Toutes les grandes banques d'État, qui sont les principales banques créditrices, donc plusieurs banques, ont moins accès au crédit. Donc c'est ça, principalement, je pense, ce phénomène de deleverage. Et qui explique qu'on a une des rares économies dans le monde aujourd'hui qui est pratiquement sans dette, enfin très 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 peu de dette. Voilà, c'est ça pour moi le facteur principal. Après, un des paramètres des sanctions, c'est de réduire l'accès aux technologies. Donc ça concerne certains secteurs du secteur militaire qui ne concernent pas dans notre univers. Par contre, on a le secteur de l'énergie qui lui est concerné. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que c'est assez peu relevant, comme on dit. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que ces technologies sont des technologies qui sont utilisées essentiellement pour aller chercher du pétrole dans des régions de l'Arctique, et c'est des développements qui justifient qu'un pétrole est à $100 mais pas vraiment à $50. Donc aujourd'hui, qu'un pétrole à $50, la Russie continue de puiser dans ses réserves. Elle a acquis quand même certaines technologies pour continuer d'exploiter. On voit qu'il y a toujours du pétrole dans la région de Tumen, dans la région de Surgut. Et donc, pas forcément nécessaire d'aller chercher en Deepwater ou dans les régions arctiques aujourd'hui. Ça n'a pas de sens de toute façon au prix du pétrole actuel. Oui, tout à fait. On a constaté que c'était effectivement un des marchés les moins chers, en tout cas une des zones, notamment au niveau investissement, qui était une des moins chères. Vous pensez que c'est justifié ou vous pensez que c'est une opportunité d'achat Le problème avec la Russie, c'est que ça fait longtemps que c'est toujours pas cher. De temps en temps, il y a quelques frémissements et ça peut bondir, comme un Gazprom aujourd'hui, qui doit être, je sais pas, 5-6 fois moins qu'il était en 2008. Alors qu'en 2008, il était à $24 et aujourd'hui, il est à 4. C'est, à mon avis, il n'y a pas forcément beaucoup de logique là-dedans. Il y a la logique du carry trade qui fait que quand les gens se réintéressent au marché russe, comme je disais, c'est pas un marché extrêmement diversifié, donc il finit par aller également dans des sociétés style Gazprom, style Lukoil. Donc il y a un upside potentiel important à partir du moment où les gens se disent à un moment, bon, finalement la Russie, évidemment il n'y aura pas la guerre avec l'Europe, l'attention se porte plutôt sur la Corée maintenant, donc si l'intérêt revient à la Russie, en termes de carry trade, ça n'a encore une fois qu'un sens, à mon avis, du fait de ce deleverage, du fait que c'est un pays qui est capable d'absorber de la dette aujourd'hui, de se relever, de renoncer son économie par la dette. Les dirigeants russes sont toujours très, très frileux de ce point de vue-là. Une des raisons, c'est qu'ils ont envie d'être indépendants. On connaît
la personnalité de M. Poutine, et on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'ils ont cette constance, surtout depuis 1998, de ne plus vouloir être tributaire des marchés financiers. Donc aujourd'hui, il y a une capacité quand même, vu leur niveau de dette actuel, de se relever. Donc on part d'une base pas chère et déleveragée. À mon avis, l'upside, il est là-dedans, dans le fait qu'on réallume le crédit, relance la consommation, relance l'investissement. Après, autre facteur, c'est le pétrole, effectivement. L'ajustement se fait de manière mécanique à chaque fois, que ce soit par les salaires, par le prix des actifs, que ce soit l'immobilier, les actions, tous s'indexent sur le prix d'un pétrole à $50. Est-ce qu'aujourd'hui, les actifs russes, par rapport à un pétrole à $50, sont pas chers ? Je pense que pour des actifs, il y a sûrement de la marge, parce qu'on voit que le marché aujourd'hui yield d'à peu près 5,5%, je crois, en termes de dividend yield. Et ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est visible des investisseurs. C'est-à-dire que la Russie, traditionnellement, c'est un pays de croissance, donc on paye peu de dividendes, donc on investit dans la croissance. Aujourd'hui, une partie de la croissance, c'est déjà dans certains secteurs, les télécoms, les métaux, comme je disais, qui sont deleveragés, qui ont fini leur capex, c'est pareil, maintenant, crash les cash flows, excusez-moi l'expression, et peuvent payer des dividendes. Donc ça, c'est pas forcément encore valorisé. Quand une société paye 6, 7, 8% de dividendes, on peut supposer que ce taux se comprime, et donc il y a un upside là-dessus. Donc de ce point de vue, dans mon avis, c'est effectivement pas cher. En termes de relance justement de la consommation, vous avez 5% dans X5 Retail, la société. Vous pouvez nous dire un peu où ils en sont dans leur plan d'extension dans les supermarchés, dans les grandes villes en Russie, et quelles étaient un peu les raisons de l'investissement dans cette société? X5, si vous voulez, c'était le vilain canard. C'est la société qui ne savait pas trop, qui avait cru essentiellement par croissance organique, en rachetant les actifs, par exemple, dans Rogatchov, donc les Pitiolochka, ensuite Carousel, et puis une fois se retrouver avec ces actifs, ne savait pas trop comment les intégrer. Donc très longtemps la société a été maltraitée, on rencontrait régulièrement le management, puis on était très peu convaincus à chaque fois, et jusqu'au jour où ils ont réussi à trouver les bonnes recettes pour relancer cette société. Donc on est maintenant depuis pratiquement 2 ans sur une phase de croissance, de rattrapage de X5 par rapport à ses concurrents, et bon, c'est vrai que ça continue à fonctionner. Après, la question, est-ce que jusqu'à quand on continue de croire cette société? Encore du penser de croissance. C'est une croissance qui se fait essentiellement par le fait que la Russie n'est pas encore un pays complètement moderne. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup dans les régions de zones dans lesquelles on remplace des épiceries avec des boulets compteurs par ce genre de format. Donc ça continue d'exister. Quelle est la marge de manœuvre? Je dirais qu'on a encore pour 2-3 ans pour aboutir à peu près arriver aux limites de cet exercice. Et puis il y a le fait que dans certaines grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, on a encore ce phénomène d'attraction où une partie de la Russie se vide pour aller se concentrer, pas que de la Russie d'ailleurs, des pays autour de la Russie viennent s'installer à Moscou. Donc c'est lié à la construction de quelques millions de mètres carrés par an autour de Moscou, autour de Saint-Pétersbourg, où s'installent systématiquement des magnites, des X5 et autres. Alors pourquoi X5 le fait mieux que d'autres maintenant? Je pense que traditionnellement dans ces grandes villes, X5 était plus présent, alors que Magnit était plus présent en province, et que Magnit est peut-être un peu moins armé. Ils essayent aujourd'hui ils sont en train de faire ce qu'X5 a fait il y a déjà quelques années, c'est-à-dire de refaire tous leurs magasins, de le remettre un petit peu aux normes. Donc voilà, on a eu Magnit était le bon à un moment, X5 le mauvais. Aujourd'hui c'est un petit peu inversé. Je pense que c'est finalement, quand on vit là-bas et qu'on va soit chez X5 soit chez Magnit, de toute façon c'est les mêmes assortiments partout. Je pense que c'est des sociétés qui sont quand même très très proches. Magnit ayant moins de dettes qu'X5, et donc toujours à mon avis la possibilité d'acquérir un concurrent potentiel, un Dixie par exemple. Ça se fait pas aujourd'hui parce que les actionnaires de Dixie n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'argent. C'est le groupe Mercury qui a fait fortune dans le tabac, ils n'ont pas forcément envie de vendre à bas prix. Dixie aujourd'hui c'est valorisé 500 milliards de dollars plus 500 millions de dollars plus 500 millions d'aides, donc c'est $1 milliard pour, je ne sais plus combien ils ont de magasins, mais j'avais fait le calcul à un moment, ça paraissait très très peu cher, donc c'était une proie très intéressante. Visiblement, les actionnaires ne sont pas intéressés pour vendre à ce prix-là. Cela dit, voilà, un Magnit pourrait très bien refaire tout d'un coup son retard avec une acquisition, un Lenta par exemple, ou peut-être un Hockey. Donc je pense que dans cet univers, on peut s'attendre à de nouveau des remaniements un jour ou l'autre. Donc nous, ce qu'on joue finalement, c'est quand même plutôt la martingale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de conviction extrême de l'un par rapport à l'autre, pour être honnête. Tout le monde est maintenant sur X5, donc bon, jusqu'au jour où X5 et d'autres
à quel moment on a un petit peu réduit, là, depuis le début du mois, on a un petit peu réduit X5, pris un peu de profit. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de Gazprom, mais si je me rappelle, il fut un temps où vous ne vouliez pas investir dans la société car vous considériez qu'elle était beaucoup trop étatique. Et donc un peu comme la vache à lait de l'État, et donc c'était pas très capitaliste comme façon de gérer la société. Et pourquoi est-ce que vous en avez 6% aujourd'hui alors? En fait, Gazprom, c'est plus à voir en termes de risk-reward, c'est-à-dire quel est le risque de ne pas avoir de Gazprom. C'est que là, on repart sur un double, heureusement, la Russie semble repartir. Et donc, il arrive toujours un moment où Gazprom, on s'aperçoit que c'est la société que personne n'aime, que personne ne veut, mais notamment quand on est indiciel, et que Gazprom représente aujourd'hui entre 15 et 20% de Malice. Le jour où ça repart, et ça peut repartir sur rien, c'est-à-dire que pourquoi Gazprom aujourd'hui ça doit avoir 50 milliards de dollars, pourquoi ça vaut 50 milliards plus que 100 milliards, pourquoi Petrobras donc Gazprom, c'est vraiment le piège, je dirais, que tous les fonds indiciels, nous on est UCITS, donc on peut pas prendre 10%, le jour où Gazprom autrefois redevient à la mode, et en général ça se passe sur le consensus se fait entre le sell side et le buy side. On dit Sberbank a super monté cette année, tout le reste a monté. Pourquoi Gazprom reste planté? Qu'est-ce que ça nous coûte de faire monter Gazprom? Et les flux arrivent dans Gazprom, et là on se retrouve collé. Donc moi aujourd'hui je serais plus pour monter ma position de Gazprom, non pas parce que j'aime Gazprom en tant que société, mais parce que on a trop de risques de ne pas être dans Gazprom. Je le dis, Gazprom, du jour au lendemain, si Poutine décide de faire doubler la valeur de la société, il n'a qu'à expliquer que Gazprom va payer 50% de payout sur les dividendes, et tout d'un coup vous allez voir Gazprom. Donc voilà, c'est ça le risque. C'est plus en termes de risk-reward qu'on doit se prémunir. Ouais, c'est un coup d'opportunité de ne pas être dedans pour le moment, quoi. Exactement. Voilà. Ok, là, c'est valorisation. C'est pas l'amour qu'on porte, voilà. La bonne gestion de la société qui nous porte vers elle. J'avais une autre question. Il y a tout un temps, il y avait la société de télécommunications de Wimpelcom. Oui. Je pense qu'ils ont un petit peu évolué, ils ont changé de nom. Vous connaissez un petit peu l'histoire au niveau de la transformation de la société? Est-ce que vous pensez que c'est une opportunité également? C'est à regarder, parce que leur gros problème c'était la dette. C'est-à-dire qu'ils avaient pareil pris beaucoup d'actifs. Puis c'est un peu comme on dit en russe, l'expression kupit katar meshke. Donc on achète un sac, puis un chat dedans, on ne sait pas quelle est la couleur du chat, ici il est toujours vivant. Et donc dans Wimpelcom, il y avait donc cette stratégie d'acquisition, de mondialisation avec des actifs compliqués, que ce soit en Algérie, en Italie. Et après, il a fallu se débattre de tout ça. Et petit à petit, ils ont fini par y arriver. Donc en s'arrangeant avec l'État algérien, avec comment s'appelle cette société en Italie, c'est asiatique. Ils se sont associés avec un gros groupe qui était le numéro 3 italien. Revendent une partie de leurs actifs, et donc ce phénomène de leverage est en cours. Donc c'est une société, on n'a pas aujourd'hui une grosse position, on a moins de 2% de Wimpelcom, mais qu'on continue de suivre, parce que c'est comme une société qui continue de communiquer, c'est une vraie société. C'est plus tellement une société russe, évidemment, parce que les actifs maintenant sont vraiment très très diversifiés dans l'ensemble sur l'ensemble de la planète, y compris en Asie. Hutchinson, voilà. Mais pareil, je pense qu'à partir du moment où ils arriveront à se déliverager, c'est une société qui a vocation à repayer les dividendes, donc qui peut se réapprécier au fur et à mesure qu'ils commencent à partager leur cash flow de nouveau avec les investisseurs et non pas avec les banquiers pour réduire leur dette. Un petit mot peut-être sur la situation en Ukraine aujourd'hui, au niveau politique et économique bien sûr, parce que vous connaissez bien le pays. Oui, alors, je suis très très bullish sur l'économie. La politique c'est compliqué parce qu'on reste avec un système quand même très oligarchique. Il a eu une révolution, mais on a remplacé un oligarque bandit par un autre oligarque qui est peut-être un peu moins bandit, qui est surtout plus sous pression maintenant parce qu'il est quand même sous pression du FMI. Il y a les Américains qui également le mettent sous pression. Puis il y a la société civile qui petit à petit mûrit en Ukraine. C'est ça que moi j'observe parce que j'y vis beaucoup et j'ai un appartement à Kiev, donc je passe pas mal de temps. J'ai certaines activités à titre personnel et je vois que la société civile vraiment a mûri, a pris une certaine conscience politique. Cette révolution s'appelait la révolution de la dignité. Ça paraît un mot un peu anodin comme ça d'une société européenne, mais la dignité c'était vraiment ce qui manquait aux Ukrainiens, c'est-à-dire de sentir que ce ne sont pas finalement des losers, mais qui sont capables de prendre leur destin et vraiment ils le prennent maintenant. Donc une grande partie de la population, bien sûr, comme partout dans le monde, reste passive, mais une partie importante, significative, maintenant, vraiment a décidé de prendre son destin en main. Ils ne sont pas visibles au niveau des élites politiques, malheureusement.
Mais au niveau local, ils sont visibles. Et comme on est dans une phase de décentralisation, je crois beaucoup que la décentralisation va permettre justement la prise de pouvoir locale, où là, les élites politiques sont beaucoup plus responsables. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on peut mettre en prison. Alors, mettre un Corrochet de coup en prison, ça c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il n'y a plus besoin de révolution, c'est une révolution lente qui continue. Avec donc une pression des deux côtés, de la société civile d'un côté et puis de l'Ouest de l'autre côté, du FMI. Là, un test qui me paraît intéressant, c'est, vous savez qu'il y a une des grandes... Et bon, ça permet de passer un temps à la phase économique. Les banques ukrainiennes ont été restructurées, ils en ont mis à peu près la moitié à la poubelle, il y en avait je crois 180, il en reste 80. Les plus grosses banques ont été recapitalisées. La plus grosse banque, c'était une banque privée qui appartenait à un oligarque de Dnipropetrovsk qui s'appelle Kolomoïski, la banque s'appelle Privatbank. Et dans cette privatisation, Kolomoïski et son partenaire s'étaient engagés à vendre certains actifs pour abonder parce qu'il y a une restructuration avec évidemment une recapitalisation de l'État. Et donc cette recapitalisation se faisait avec des conditions et Kolomoïski n'a pas respecté ces conditions. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir le test. Est-ce qu'on va le laisser repartir dans sa résidence de colonie au-dessus du lac de Genève, ou alors est-ce qu'il va vraiment devoir rendre des comptes? Et là, on sent qu'il doit rendre des comptes, parce qu'aujourd'hui, ils ont raté ses actifs. Hier, une grande partie de ses actifs immobiliers, des usines, enfin, sa chaîne de télévision. Donc, je pense que les Américains, qui sont quand même ceux qui ont financé cette opération, sont quand même intéressés aux résultats, qu'ils ont des moyens, au-delà des frontières de l'Ukraine, d'agir sur cet oligarque. Et donc on va voir si il y a quand même un petit peu de... J'ai pas de déoligarchisation, mais de pression qui se met sur les oligarques. Du point de vue de l'économie, eh bien, le pari pour moi il est simple, c'est qu'on est sur une économie aujourd'hui qui est complètement effondrée. Le salaire moyen était tombé à $200 par mois, là on est à 250 aujourd'hui, c'est-à-dire que ça commence à remonter, on a touché le fond, j'espère. Et je veux dire que tout est là-dedans, parce que les salaires, ça conditionne la consommation, ça conditionne le prix des actifs. La monnaie s'est écroulée également. On avait au départ 1 euro valait 10 fin 2013, aujourd'hui 1 euro vaut 30, donc il y a une très très forte dévaluation. Et pour moi, le pari, c'est que l'Ukraine, qui aujourd'hui doit avoir un PIB par habitant d'un peu plus de $2 000 par habitant, ça ne peut pas durer. C'est quand même un pays qui souffre, qui a des gros problèmes, y compris politiques, mais qui aujourd'hui s'est stabilisé du point de vue économique. Du point de vue des banques, on a également restabilisé. L'inflation est en train de baisser, et avec de nouveau l'inflation, les taux d'intérêt vont baisser aussi. Donc à un moment, le crédit va repartir, avec l'aide aussi de l'Ouest, qui quand même a décidé d'ancrer l'Ukraine au marché européen. Donc, il y a petit à petit tout un nombre de facteurs positifs qui font qu'on voit l'économie redémarrer, que ça peut pour moi aller très très fort et très vite. C'est-à-dire que pour que le salaire moyen passe de 200 à 400 ou 500, c'est-à-dire qu'on rattrape la Roumanie ou la Bulgarie, qui ne sont pas non plus des pays extrêmement, enfin, par rapport à l'Ukraine, sont beaucoup moins développés d'un point de vue industriellement, c'est pour pas grand-chose. Enfin, nous, on a connu les années 90, on a connu les années 2000, donc on a vu les pays comme la Russie et l'Ukraine. Je disais tout à l'heure, la Russie, quand on a décidé d'ouvrir notre système de management à Luxembourg dans l'année 2006, c'était des années où le PIB de la Russie croissait de 27% par an. Donc vous voyez toujours des croissances de 7-8%, des croissances en réel, mais en nominal, c'était du 27% par an. C'est que le PIB de la Russie est passé de moins de 200 milliards à plus de 2000 milliards en 10 ans. Donc voilà, pour moi, doubler le PIB de l'Ukraine en 4-5 ans, pour moi, ça ne paraît pas... Je ne dis pas qu'ils peuvent encore, excuse-moi, foirer, hein. Ça sont quand même... Mais encore une fois, grâce au contexte dans lequel ils sont plus ou moins sous tutelle du FMI, avec la traction de l'économie européenne qui repart, il faudrait vraiment qu'ils le fassent exprès pour cette fois-ci pas repartir. Et encore une fois, on ne parle pas de choses extraordinaires, on parle de doubler les salaires, de doubler le PIB sur une base où on est vraiment... $200 de salaire moyen, c'est complètement absurde. C'est pour une raison très simple, mais je pense que ça suffit à expliquer pourquoi on peut s'intéresser à ce pays aujourd'hui. Alors, cela dit, on comprend que les gens n'ont pas forcément confiance d'aller en Ukraine, parce qu'il y a la guerre... Enfin, on parle toujours de la guerre à l'est de l'Ukraine, une situation politique qui n'est pas vraiment compréhensible, une corruption. Maintenant, ce n'est pas le premier pays corrompu dans lequel on investit et on se développe. Simplement, ce qui est important, c'est de connaître les règles, d'avoir une certaine stabilité des règles du jeu. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, Poroshenko est plutôt en train de montrer qu'il a été capable justement de... presque un peu comme Poutine à l'époque,
montré qu'il contrôle quand même la situation. C'était vraiment l'homme de la situation, c'est probablement le moins pire qu'on peut imaginer pour traiter justement avec les oligarques. Donc lui, c'est pas l'homme qui va supprimer l'oligarchie, pas plus que Poutine, mais au moins mettre les règles du jeu. Voilà, et ça semble être acquis aujourd'hui. Très bien. Et j'imagine qu'il y a une très belle société en Ukraine. Vous êtes investi aussi là-bas Alors malheureusement, en termes de marché, l'Ukraine reste quand même très... On disait que la Russie, c'était pas un marché très jouissif en termes de diversité. L'Ukraine, c'est encore pire. Il y a peut-être 4-5 sociétés qui sont essentiellement des sociétés du domaine agricole, qui sont cotées plutôt à Varsovie ou à Londres. Des sociétés comme Kernel, Astarta, en général assez endettées, mais avec des très fortes croissances, très, très agressives. Donc l'Ukraine, pour l'instant, c'est un pays plutôt de private equity, d'immobilier, et plus que de marché. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se positionner. C'était un marché intéressant sur la dette. Si vous avez joué ça il y a un an ou deux, enfin, c'était avant la restructuration, il y avait un pari à faire. C'était pas gagné d'ailleurs, c'était pas évident. Nous, à titre personnel, dans l'équipe, on a joué pour certains à titre personnel, mais on n'a pas fait dans le fond, par exemple. Tout le monde n'était pas convaincu, notamment parmi nos actionnaires à Luxembourg et à Genève, donc on a été prudent. Donc, en termes de marché, aujourd'hui, ça reste malheureusement très, 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 très limité. Et des sociétés justement comme Astarta, en termes de gestion, en termes de management, en termes de potentiel, parce que c'est l'agriculture, ça reste quand même une thématique. Ouais. C'est comme vous regardez, c'est quand même d'un point de vue assistant. Je rencontre tous les ans, c'est-à-dire que je ne fais pas un très très gros effort je ne fais pas ça au jour le jour, si vous voulez, parce qu'on n'est pas investi dans ces sociétés aujourd'hui, mais les MHP, Astarta, Kernel, on les voit régulièrement. Il y a quelques petites sociétés aussi, style Milkiland, tout ça. Donc on les voit. Des gens qui maintenant bien suivi les règles du jeu, je dirais. Ils ont une bonne communication. En général, parlent bien anglais. Les comptabilités tenues à jour, pratiquement trimestre par trimestre, disponibles. Maintenant, c'est un univers qui est trop petit aujourd'hui pour faire un fonds spécifique là-dessus. Donc, voilà, on n'a pas d'exposition. Aujourd'hui, on est sur l'Ukraine. Et d'un point de vue peut-être politique aussi, c'est vrai qu'on voit il y a un côté plutôt pro-européen, un côté peut-être pro-russe. Comment se développe l'Ukraine et quel est un peu l'avenir à ce niveau-là ? Alors, socialement, je pense que une grande partie des gens restent passifs. Qu'on les mette dans la Russie ou dans l'Europe, pour la plupart des gens, ça a peu d'importance. Depuis la révolution et surtout la guerre à l'ouest, à l'est, pardon, dans le Donbass, les choses ont changé. Je pense que moi je connais beaucoup d'Ukrainiens, mon ex-femme par exemple, pour donner un exemple, qui ne se sentait pas particulièrement ukrainien. La plupart étaient nés en Union soviétique, c'était un grand pays, on était tous frères. Donc jusqu'à 2014, il n'y avait pas cette question. Puis ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'il y a eu une crispation des deux côtés, du côté ukrainien et du côté russe, qui se traduit dans notamment la façon dont sont traitées les formations. Moi, j'habite à Moscou et un petit peu à Kiev. Kiev, j'ai pas été, heureusement. J'ai déjà suffisamment empoisonné par la télé russe que je regarde quand même de temps en temps. Et je suis allé sur Internet pour voir toutes ces émissions qui sont répétées en boucle sur YouTube. On voit des shows politiques et des émissions de formation qui sont des émissions de propagande. Alors, on check à l'Ouest, on aime bien dire c'est pareil à l'Ouest. C'est pas pareil, il y a quand même des nuances. C'est énorme. Et donc, aujourd'hui, les populations des deux côtés de la frontière sont polarisées et malheureusement, on a maintenant une distance entre les deux peuples. Et je pense que les Ukrainiens qui ne se sentaient pas particulièrement ukrainiens, maintenant se sentent vraiment ukrainiens. Il y a d'abord ce phénomène de dignité qui est positif, puis il y a aussi ce phénomène au contraire de vouloir rompre avec la Russie qu'on considère comme étant la puissance agresseur. Et donc une volonté on les voit parler de plus en plus ukrainien, enfin, on ne les force pas, je veux dire, à parler ukrainien. Alors, une partie de la population, elle, reste réticente à ça. Effectivement, cette partie de la population reste plus dans les villes de l'Est. Moi, je vais souvent à Poltava, j'étais à Kharkov encore cet été, où là, on voit Kharkov, par exemple, qui est une ville très très importante, c'est la deuxième ville d'Ukraine, c'est proche de la frontière. Et on voit un effort, on investit beaucoup d'argent, on voit des drapeaux ukrainiens un peu partout dans la ville. Ils essaient
de rendre l'Ukraine la plus aimable possible. Et donc là, ça fait partie aussi de la pression qui pèse sur les élites politiques. Ils sont obligés quand même de délivrer pour montrer que pas seulement l'Ukraine, mais l'Ukraine dans l'Europe, c'est mieux que l'Ukraine dans la Russie. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Surtout quand l'économie s'est effondrée et que la propagande russe explique que si tout va mal, c'est la faute de la révolution, c'est la faute de l'Europe, la faute des Américains. Enfin, voilà. Donc, il y a effectivement une guerre idéologique qui continue et qui est loin d'être tranchée. Moi, j'ai tendance à penser que malgré tout, la Russie n'a pas perdu l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elle a quand même fait le mauvais choix de soutenir Yanukovych. Je ne dis pas que c'était facile pour elle de soutenir la révolution, parce que il y avoir une révolution chez elle, donc elle va expliquer que c'est bien de faire la révolution. Néanmoins, de prendre le parti de Yanukovych, et puis surtout la Crimée, c'est pas anodin. Pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est quand même une vexation, même s'ils n'allaient pas forcément beaucoup en vacances là-bas, et le Donbass non plus. Donc la propagande ukrainienne aussi de son côté a bien relayé ce qu'il fallait d'informations pour expliquer que la Russie était la cause aussi de tous les maux de l'Ukraine. S'en sert abondamment. Très bien, merci. Voilà, en général, on termine par une question un peu plus personnelle. Quelle est la personne ou le livre qui vous a le plus influencé dans votre carrière ? Dans ma carrière, je ne sais pas si ma carrière a beaucoup à voir avec mes lectures, parce que j'ai toujours tendance à séparer. J'adore lire et je lis beaucoup, et je suis même en train d'éditer des livres en ce moment d'auteurs ukrainiens. Et je sors d'ici la fin de l'année, on va faire une petite anthologie du Donbass pour montrer justement que le Donbass, qui est cette région en guerre, est une région qui n'est pas une région... c'est une région à part, mais il y a beaucoup d'ukrainéité aussi dans le Donbass, et il y a aussi beaucoup de culture et d'intelligence dans le Donbass, alors qu'on imagine ça comme une espèce de... Et les Ukrainiens eux-mêmes, d'ailleurs, beaucoup de l'Ouest, notamment de Kiev, ils imaginent souvent le Donbass comme une région de lumpen prolétariat, de se cultiver, ce qui est loin d'être le cas. Donc on va publier en français donc cette anthologie. Je ne suis pas sûr que c'est une influence sur ma carrière, sauf si je me fais chasser de Russie pour avoir publié des auteurs ukrainiens, mais je ne pense pas. Sinon, je serais capable de vous parler de mes goûts littéraires. J'adore Dostoïevski, cependant ça peut influencer ma carrière parce que je suis venu en Russie à cause des musiciens et des auteurs russes. Donc Dostoïevski et Tchekhov, si je devais en retenir un des deux, je prendrais quand même les nouvelles de Tchekhov. C'est plus, dans notre époque un peu violente, c'est plus doux et plus... Donc voilà, les nouvelles de Tchekhov m'ont fait venir en Russie. Et de là, je suis resté en Russie. Donc ma carrière a été marquée, peut-être à vie, par l'influence des nouvelles de Tchekhov. Très très bien. Alexandre, tout le monde merci. En tout cas, c'était très intéressant. À bientôt. Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et devenir vous aussi des aventuriers de la bourse. Nous vous rappelons que ce podcast est diffusé que pour votre information et ne constitue aucunement en des recommandations d'investissement. Pour toute question complémentaire, envoyez-nous un email à l'adresse info@lesaventuriersdelabourse.com.